J'ai choisi de retenir ici quelque chose qui m'intéresse par rapport à mes recherches en phénoménologie, mais voilà, ce que je voudrais tout de suite dire, c'est qu'il ne faut pas que vous vous attendiez à quelque chose de très développé dans le champ de la psychanalyse ou dans le champ de la psychopathologie à partir de ce point de vue qui est le mien, donc qui a son ancrage dans la phénoménologie. Néanmoins, le champ de la psychopathologie et de la psychanalyse m'intéresse réellement et je suis ici surtout pour recevoir vos suggestions. J'ai plus, à vrai dire, de questions là-dessus que de thèses. Mais voilà, là, le point de croisement que j'ai trouvé concerne un problème qui est, je crois, commun à la phénoménologie ou à la méthode phénoménologique et à un certain champ de la psychopathologie qui inclut largement des pratiques psychanalytiques. C'est la question du clivage, du Spaltung ou des scissions qui travaillent la vie du sujet. Et c'est la question que je vais essayer d'aborder ici en mettant tout d'abord quelques préalables donc méthodologiques qui sont, je pense, à travailler si on veut aborder ce problème-là. Et puis, en avançant un tout petit peu vers ce qu'on a proposé là-dessus, Ferenczi et Dejour. Je ne pourrais pas vraiment parler de Deligny ici. Peut-être que je dirais un petit mot à la fin, juste comme ça, pour suggérer la piste qui peut s'ouvrir à partir de là. Malheureusement, alors que, bon, mon intention, c'était vraiment de parler de Deligny, mais on n'arrive pas toujours là où on veut arriver, en tout cas pas aussi vite qu'on avait prévu. Voilà. Donc la question du clivage du sujet est une question que je pense être commune à la phénoménologie et à la psychanalyse. Et c'est la raison pour laquelle cela me paraît intéressant de la mettre ici en évidence, de la problématiser. Bien que le clivage ne joue pas le même rôle dans chacune de ces disciplines, il est possible de souligner quelques rapprochements ici, à partir desquels des problèmes, surtout des problèmes méthodologiques, communs à la psychopathologie et à la phénoménologie, peuvent être articulés. Et mon intention ici, c'est d'en offrir quelques repères. L'intuition qui travaille un peu de loin, en arrière-plan, si vous voulez, cela, est que les enjeux de ces problèmes, qui concernent donc le clivage du sujet, et qui trouvent leur origine aussi bien dans des questions de phénoménologie que dans des questions liées à la pratique psychanalytique, les enjeux de ce problème sont dernièrement politiques. Et je crois que c'est précisément ce que les réflexions de Deligny, et je pense par exemple à un texte comme celui de Singulière ethnie, c'est ce que ces réflexions-là peuvent mettre en évidence. Bon, Deligny, qui, on le sait, développait son travail quelque part quand même hors de la psychanalyse, et en tout cas très loin de la phénoménologie. Mais malgré cela, je crois qu'on peut arriver à faire se rejoindre ces deux bouts, avec beaucoup d'efforts, voilà, que moi, je n'ai pas pu déployer entièrement comme j'aurais voulu, mais le travail est vraiment à faire. Bon, quelques remarques très générales pour commencer. En phénoménologie, la question du clivage concerne plusieurs grands champs problématiques. Et je vais en retenir ici trois, juste pour les fixer comme ça à titre de repère, pour savoir de quoi on parle lorsqu'on mentionne le clivage de la subjectivité en phénoménologie. Il y a tout d'abord le champ proprement méthodologique de la réduction phénoménologique et de la réflexion sur la pratique de la réduction phénoménologique, qui conduit donc le sujet à reconnaître en lui-même un clivage entre le moi empirique, comme on l'appelle, c'est une très, très malheureuse formule, mais voilà. Il y en a pas mal, en fait, en phénoménologie, de formules malheureuses comme ça, mais qui cachent des problèmes qui sont souvent vraiment ouverts sur d'autres champs, et c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer ici. Donc, il y a un clivage entre le moi empirique et le moi transcendantal, où Husserl, le père de la phénoménologie, décèle la source du sens de l'expérience. Donc la source du sens de ce que je vis me vient d'une instance égoïque qui n'est pas à confondre avec le moi psychophysique, c'est un autre moi, c'est le moi transcendantal. Alors, lorsqu'elle réfléchit sur elle-même phénoménologiquement, la subjectivité se découvre donc scindée en un moi psychophysique et en une conscience transcendantale, le plus souvent cachée, invisible, derrière ses actes. Tandis que le premier moi est pris dans son expérience sans pouvoir s'en détacher, le deuxième, le moi transcendantal, est libre de cet engagement dans l'expérience. Il y est, mais sans réellement y être impliqué, sans dépendre en tout cas entièrement de ce qui se passe dans le champ de l'expérience. Et nous avons donc un moi psychologique vécu, qui est individuel,
et un moi transcendantal vivant, si vous voulez, ou opérant, qui est anonyme. Un moi qui vit sa vie en y étant plongé et sans savoir d'où elle lui vient, et un moi qui fournit en quelque sorte cette vie. Alors de quelle façon, c'est tout un problème, mais c'est un peu l'idée, en effectuant cette vie selon un sens qui est toujours vivant. Donc s'il y a un sens dans mon expérience, elle me vient de cette instance égoïque que la réduction phénoménologique cherche à découvrir derrière les prestations égoïques visibles dans le champ de l'expérience. Dès lors, la question qui a été posée par Fink, bon, je rappelle là des choses qui risquent d'être un peu ennuyeuses pour les phénoménologues, j'espère qu'elles intéresseront un peu les autres, mais voilà. Donc la question qui est posée par le disciple de Husserl, qui s'appelle Eugen Fink, est de savoir qui opère la réduction phénoménologique, hein, s'il y a deux moi, un moi empirique et un moi transcendantal. D'où la thèse d'un nouveau clivage qui introduirait une troisième figure du moi, compris comme spectateur transcendantal. Alors, quel est le rapport entre ces trois instances du moi, le moi transcendantal, le spectateur transcendantal et le moi empirique? Elles cohabitent en s'ignorant, pour ainsi dire, réciproquement. Toutefois, l'enclenchement de l'époquet, de l'attitude phénoménologique qui en découle, accentue la divergence de ces diverses fonctions du moi, laissant voir un recouvrement du moi transcendantal par le moi empirique contre lequel se dresse l'emprise du spectateur transcendantal. Donc le rôle du spectateur transcendantal, c'est de participer à ce dévoilement du moi transcendantal recouvert par les prestations du moi empirique. Il y aurait donc en nous une instance égoïque, subjective, qui ne peut être découverte que lorsque on se détache de ce à quoi on participe dans l'expérience et qu'on se rend spectateur de ces actes. En effet, avant de fournir une prise sur l'écoulement du vivre transcendantal, l'institution du spectateur transcendantal, et c'est quelque chose de très problématique dans le champ de la phénoménologie, fait voir le recouvrement de cet écoulement fluent par ceux qui s'objectivent à partir de lui. Donc le recouvrement n'est pas tout simplement produit par le fait que voilà, un moi double un autre, qu'il vient le cacher, mais par le fait que dans l'écoulement de la vie transcendantale elle-même, il y a à chaque fois des objectivations nécessaires, objectivations qui viennent cacher la vie se faisant, la vie du sens se faisant. Voilà, donc c'est d'où la nécessité de la réduction phénoménologique et la motivation de son geste. Question de la motivation sur laquelle Georgi ici a beaucoup plus travaillé que moi. Voilà. Alors, donc les rapports entre les divers moi, le moi empirique, le moi transcendantal, le spectateur transcendantal, cohabitation problématique puisqu'on ne se connaît pas, recouvrement et aussi modification. Mais ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée. Husserl le mentionne par-ci, par-là. Une fois qu'on a entamé la réduction phénoménologique, on agit sur la vie de son expérience. Donc, la découverte de la vie transcendantale ne peut pas ne pas laisser des restes et des échos dans la vie de l'expérience. Et inversement, ce que l'on vit produit également des échos, des changements, des modifications au sein de la vie transcendantale. Bon, de quelle manière cela se passe, qu'est-ce que ça signifie exactement, c'est un vaste problème à creuser. Je ne fais que le mentionner ici. Bon, voilà. Donc le premier champ du problème du clivage, la réduction phénoménologique. C'est un champ qui a été pas mal investi en fait par des recherches qui continue à l'être par des recherches de phénoménologie contemporaine, ce sont des recherches donc, qui traitent tout d'abord de la question de la méthode de la phénoménologie. Et là, on a beaucoup de littérature là-dessus en ce moment. Le deuxième champ auquel je voulais faire référence est celui du traitement phénoménologique de l'expérience imaginaire. C'est un champ qui, personnellement, m'intéresse un peu plus, que j'ai travaillé un tout petit peu. Donc, dans le traitement phénoménologique de l'expérience imaginaire, et plus généralement dans le rapport entre le réel et le possible, il y a à nouveau la question du clivage qui intervient. Lorsqu'il décrit l'expérience de la fiction, par exemple, Husserl fait appel au clivage du sujet en parlant, si on prend par exemple le paragraphe 25 de Méditation cartésienne, qui est assez clair là-dessus, en parlant d'un parallélisme entre le mode positionnel du moi réel et le mode quasi-positionnel du moi imaginaire.
Donc il y aurait d'une part un moi qui se pose dans son expérience à travers tout ce qu'il vit, et puis un moi qui est dans une position beaucoup plus floue, que bon, Husserl qualifie, je pense faute de mieux, de quasi-positionnel, qui est le moi imaginaire, c'est le moi qui imagine. Et entre les deux, il y a un clivage. C'est le clivage entre la certitude d'existence, qui s'atteste par exemple dans la perception, et la concevabilité, ce que Husserl appelle la concevabilité, du mode comme si. Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre, je fais comme si mon expérience se déroulait d'une manière complètement différente, même s'il n'en est rien dans ma vie réelle. Cependant, si dans le cas du clivage observé méthodologiquement entre le moi empirique et le moi transcendantal, nous avons affaire à un parallélisme dont le caractère de recouvrement peut passer inaperçu, dans le cas du clivage entre vie perceptive et vie imaginaire, c'est ce à quoi est souvent réduite la problématique du rapport entre la vie réelle et la vie possible, Husserl parle ouvertement d'une cohabitation impossible. Pour décrire ce rapport entre imaginaire et perception, on pourrait invoquer, je pense, un parallélisme d'exclusion. Tout à l'heure, on avait affaire à un parallélisme plutôt de cohabitation. Là, c'est un parallélisme d'exclusion qui pourrait être exprimé par le constat que je n'ai pas besoin d'imaginer ce que je perçois, de même que je n'ai pas besoin de percevoir ce que j'imagine. Il y a une espèce d'autosuffisance de chacun de ces modes intentionnels, comme les appelle Husserl, qui fait qu'ils n'ont pas besoin donc, de faire appel l'un à l'autre. Bon, c'est une thèse très, très problématique, mais c'est présent comme telle dans pas mal de textes. L'expérience réelle et l'expérience imaginaire bénéficient d'une espèce d'autonomie, donc, qui fait que plutôt que de se recouvrir, elles se complètent. Le rapport est là de complétude. Se complétant, elles s'appellent mutuellement, mais elles ne sont jamais, à strictement parler, contemporaines. Une tension travaille le rapport entre réalité et possibilité, voire une exclusion massive. Et on a là, chez Husserl, des descriptions des vécus de fantasia, par exemple, c'est la fiction la plus pure, la plus détachée de la perception, qui n'a plus du tout en elle des éléments représentationnels, qui se déroule dans une totale ignorance et en totale opposition avec toute vie positionnelle. Bon. Donc le rapport est plutôt de tension, d'opposition massive, même Husserl parle d'une opposition massive entre le champ de la fantasia et le champ de la perception. Bon, cette opposition, sur laquelle Husserl a été pas mal critiqué, on la retrouve développée également par Sartre dans l'imaginaire, dans le sens d'une critique du repli de la conscience sur l'imaginaire, qui conjure ainsi le caractère contraignant et responsabilisant de la vie perceptive réelle. Et dans cette perspective, l'imaginaire désigne une espèce de zone d'esquive de la subjectivité, où elle se réfugie pour fuir l'ordre réel de son expérience. Bon, il y a là tout un tas d'analyses qu'il faudrait convoquer, mais bon, je me contente d'une formule comme ça, très rapide, pour résumer une position phénoménologique qui peut être nuancée, mais qui ne l'est pas toujours. Il y a un troisième plan des recherches phénoménologiques qui est concerné par la question du clivage, c'est le champ de la temporalité. Je ne pourrais pas m'y attarder ici, parce que là, ça devient très compliqué et encore plus risqué que jusque-là. Je mentionnerai seulement le fait que les analyses phénoménologiques de la temporalité révèlent plusieurs niveaux de temporalité, dont le plus enfoui, le plus inaccessible, est celui de la passivité d'une impression originaire. Passivité d'une impression originaire. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Husserl lorsqu'il s'interroge sur la question de la temporalisation. Je ne vais pas parler ici des autres analyses phénoménologiques, il faudrait invoquer Heidegger évidemment, etc. Ce qui est intéressant, ce que je trouve pour ma part intéressant, c'est que Maldinet et à sa suite Richir ont vu dans ce dernier niveau de la temporalité le niveau de la passivité la plus passive, si vous voulez, du sujet, la passibilité transpassible, comme Maldinet l'appelle, et Richir aussi. C'est le niveau de la rencontre avec une réalité qui se présente sous les espèces d'une altérité radicale et qui, à proprement parler, ne peut exercer qu'un effet traumatisant sur le sujet. Donc c'est quelque chose que l'on peut discuter, que pour ma part j'aimerais approfondir.
telle que je la vois maintenant, cette perspective, le clivage dont elle parle retrouve ici un sens radical, parce que jusque-là, bon, on parle d'une séparation, on parle d'une opposition. Peut-être le clivage entre l'imaginaire et la perception, ou le clivage entre les diverses instances du moi, n'est pas aussi radical que celui auquel on a affaire ici entre les niveaux différents de la temporalité, puisque, à suivre Richir dans ses analyses des synthèses passives, il n'y aurait pas de continuité possible, ni de passage véritable d'un niveau de la passivité à un autre. Il y aurait donc un écart infranchissable entre les divers niveaux de la temporalité. Et Richir utilise la métaphore des plaques sismiques, et il parle d'une tectonique phénoménologique qui donc peut être traversée par le même mouvement, ce qui fait que les niveaux communiquent comme ça parce qu'ils sont secoués par le même mouvement, mais il n'y a pas vraiment, on ne pourra jamais retrouver véritablement les mêmes éléments à un niveau et à un autre. À chaque fois, il y a une cohérence spécifique de chaque niveau de temporalisation qui ne communique pas avec les autres niveaux, ce qui rend évidemment très problématique la question de l'accès à ce dernier niveau de la passivité. On serait juste en contact avec une réalité traumatisante, avec une altérité qui est toujours décrite uniquement comme déstabilisante, bouleversante, destructrice, etc. Voilà, mais c'est un champ problématique qui a été ouvert, qui est très stimulant, qui est un peu travaillé, mais pas tant que ça le mériterait. Bon, c'est un champ qui est important aussi parce qu'à partir de lui s'éclaire tout un tas de problèmes phénoménologiques. Les problèmes que j'ai mentionnés incluent donc la question de la méthodologie de la réduction, la question du rapport entre l'imaginaire et la perception sont à envisager à partir de ces questions de temporalité. Et par exemple, il est quasiment certain que la source de la non-contemporanéité entre le moi réel et le moi imageant est à chercher non seulement dans la différence entre les modalités intentionnelles spécifiques qui leur sont propres, mais aussi dans ces différences entre des niveaux de temporalisation différents. En fait, on n'est pas dans le même style de temporalisation et ni véritablement dans la même temporalité lorsque l'on imagine, lorsqu'on est dans un vécu de fantasia ou lorsqu'on perçoit. Et on a là aussi une clé pour la question du recouvrement, en fait, perpétuel dans lequel vivent des pans entiers, en fait, de la vie consciente. Voilà, l'idée étant qu'il y a donc toute une partie de la vie subjective qui échappe à la saisie véritable de l'intentionnalité et qui ne peut pas être réduite à la présence à soi, qui ne peut pas être captée dans la présence à soi du sujet. Bon, voilà pour les quelques repères méthodologiques phénoménologiques, en espérant que c'est un peu clair. En psychanalyse, et bon là vraiment le côté encore plus risqué de mon exposé commence précisément à ce point. Donc en psychanalyse, je vais me référer ici uniquement à la psychanalyse d'inspiration freudienne. Bon, vous avez vu le nom de mes auteurs, c'est des gens qui travaillent dans ce contexte-là surtout. La question du clivage concerne très généralement, j'ai l'impression, la question de la censure qui s'installe dans la vie subjective, censure qui est à la source d'une contrainte de soi, voire d'une persécution de soi. Censure qu'il s'agit de lever, par exemple, par le travail analytique sur les résistances du sujet, mais qui a son origine dans une défense de soi. C'est donc aussi une censure à instaurer impérativement lorsque le sujet est menacé ou agressé, sous peine de voir sa vie psychique se dégrader, etc. Bon, c'est un domaine que je connais très très peu, donc c'est avec énormément de précautions et vraiment sous votre contrôle que je vais faire référence à deux champs problématiques qui me semblent se dégager ici. Il y a un champ qui est celui de la topique du sujet et de ses évolutions, celui du rapport entre la conscience et l'inconscient, évoluant selon les deux topiques établis par Freud, mais aussi du rapport entre la conservation de soi et l'érotisme. Ce serait un champ possible, et là vraiment de repérage de la structuration du sujet, pour le dire comme ça, de la vie subjective, avec toutes les flexions pathologiques possibles en fonction du schéma que l'on prend en considération. Et puis il y aurait aussi le champ qui concerne la fonction de l'imaginaire au sein de l'inconscient. C'est quelque chose qui nécessairement a attiré mon attention. Je ne suis pas du tout sûre que cela ait une place aussi importante au sein de la psychanalyse, je ne sais pas. Mais de ce que j'ai pu comprendre, on a là une fonction de l'imaginaire
qui est à comprendre comme socle du narcissisme. Et tout à l'heure, en parlant de censure, je disais qu'elle est à la fois une censure contre soi et une censure pour soi, pour se protéger, pour trouver une possibilité de jouissance au sein même de la douleur, par exemple. Il y aurait donc une censure narcissique du sujet à laquelle la vie hallucinatoire, la vie imageante participerait. Voilà, c'est surtout ce dernier champ de l'autocontrainte nécessaire dans des situations traumatisantes afin de préserver en soi un lieu intact où la vie psychique peut continuer à déployer ses cohérences qui va m'intéresser ici. Et comme je vous ai dit au début de mon exposé, j'ai plus de questions que de thèses à exposer là-dessus. Et je vais livrer donc ici seulement quelques indices d'une problématique possible qui pourrait, encore une fois, réunir un point de vue phénoménologique et un point de vue psychopathologique en partant cette fois-ci de la psychanalyse. Bon, si je comprends bien, le clivage narcissique a pour fonction de prévenir ou de contrer un morcellement de la vie psychique. C'est donc un clivage entre une partie réelle et une partie imaginaire, disons, de la subjectivité, que le sujet s'impose pour aller contre un autre clivage de soi en plusieurs morceaux qui lui est imposé par des situations traumatisantes, des agressions, mais aussi par des événements imprévisibles qui peuvent exercer un choc qui immobilise le dynamisme psychique, menaçant son unité par le biais d'une mise en péril de ce qui est cohérent. Alors pourquoi le sujet manifeste-t-il cette tendance au morcellement? Pourquoi cela se passe ainsi? Pourquoi cette fragmentation lorsqu'on est en danger? Pourquoi est-il prêt à se scinder pour faire face à ce qui l'oppresse et le menace? Pourquoi est-ce la première réaction ou une des premières réactions? C'est une question, véritablement, à laquelle je n'ai pas de réponse. Ferenczi en fournit quelques-unes, mais je crois qu'elles sont vraiment à discuter. Bon, avant de me lancer vraiment dans ce que Ferenczi et Dejour ont à dire là-dessus, et là ça va être très bref parce que je n'ose pas trop m'y aventurer, quelques remarques pour rapprocher cette problématique psychanalytique du clivage de la problématique phénoménologique du clivage. Et là, c'est encore toujours à ce niveau très extérieur qui est le mien par rapport à la psychanalyse. Il se peut donc que ce soit très superficiel ce que je vais dire, mais voilà, c'est un risque que je dois assumer. Donc, cette réaction devant le traumatisme permet de mettre en évidence que la vie psychique n'est pas seulement une fonction de conservation de la vie corporelle, mais qu'elle est également une vie de compréhension, toujours à la quête d'un sens pour ces expériences. Le fait que, devant ce qui la surprend et la menace, la vie psychique cherche à préserver, voire à inventer les conditions nécessaires pour continuer à comprendre ce qui lui arrive, montre, me semble-t-il, que le sens de son expérience lui importe avant tout, coûte que coûte, pour le dire ainsi, quitte à perdre une partie de soi, qu'elle abandonne comme morte, comme le dira Ferenczi, quitte à faire donc des renoncements massifs dans l'ordre de son expérience. La question phénoménologique du sens, parce que le sens est vraiment central en fait pour la démarche phénoménologique, ne concernerait donc peut-être pas simplement des exercices éthérés d'herméneutique, mais la survie du sujet dans des conditions d'expérience difficiles, voire extrêmes. Lorsqu'il est en danger, parce qu'il est surpris, choqué, mais aussi menacé dans sa vie, le sujet fait appel à un sens encore possible afin de préserver sa vie. Même si sur le moment tout se présente comme insensé et que nul sens ne peut être conféré à ce qui arrive, l'enjeu serait ici de dégager par le clivage une zone où le sens soit encore possible. Soit-il un sens délirant, évidemment, produit d'une pure hallucination, qui n'a rien à voir avec, disons, un ordre de la réalité, qu'on peut évidemment discuter à partir de là. Donc il en résulte, si vous voulez, que plus la réalité est dure, enfin plus l'expérience est traumatisante, plus notre attachement au sens de cette vie est fort. Et que donc le sens, ce ne serait pas un luxe que l'on se paye comme ça, pour avoir un repère toujours garanti, toujours là, mais plutôt une mise véritablement des descriptions de la vie, de la connaissance du sujet et de sa vie d'expérience. Bon, d'un autre côté, il est possible de montrer que, loin de constituer un accident dans la vie subjective peut se passer, le traumatisme est le lieu même de la naissance du sujet. C'est une thèse que je trouve très intéressante, parce que, si on l'entend véritablement, cela voudrait dire que le clivage, qui est le symptôme donc, de ce traumatisme, relèverait aussi de l'enclenchement de tout processus de subjectivation.
être soi ne pouvant se gagner qu'en se scindant d'une autre partie de soi. C'est là une hypothèse que l'on peut traiter aussi bien en phénoménologie qu'en psychanalyse. En phénoménologie, un travail intéressant qui a été fait là-dessus par Rudolf Bernett dans un article qui s'appelle « Le sujet traumatisé », paru en 2000 dans la revue de métaphysique et de morale. Le même auteur fait des incursions constantes dans le champ de la psychanalyse avec cet angle-là d'attaque qui est très intéressant. Et puis, en psychanalyse, Ferenczi, qui est ma grande découverte, en fait, pour tout vous dire, dans son journal clinique, avance aussi un peu dans le même sens. Enfin, pas dans le sens de ce que la phénoménologie peut tirer de cette idée, mais dans le sens d'une institution de la subjectivité à partir du traumatisme. Alors, voilà, dernière remarque. Les problèmes de l'aliénation, de la mauvaise conscience, de la fausse conscience trouvent leur origine dans les ressources que le clivage narcissique est susceptible de mobiliser pour restaurer la cohérence mise en péril de la vie psychique. Et c'est là un champ qui, évidemment, serait à traiter plus en philosophie politique, mais que, voilà, c'est quelque chose que je ne pourrais pas développer ici. Voilà, donc, mais ce sont là des simples hypothèses qui peuvent être, je crois, éclairées à partir des travaux de Sándor Ferenczi et de Christophe Dejour. Mais avant de passer à une très rapide présentation des quelques éléments qui m'intéressent dans leurs analyses, je voudrais signaler une perspective, en fait, qui envisage les rapports entre phénoménologie et psychopathologie à partir de la psychanalyse, qui a été développée et exploitée directement par le psychiatre phénoménologue japonais Kimura Bin. Vous pouvez trouver un aperçu intéressant de son approche dans le livre de Yasuhiko Murakami, qui s'appelle Lévinas phénoménologue. Bon, en apparence, rien à voir, mais en fait, il y a vraiment un chapitre dans ce livre, Lévinas phénoménologue, qui concerne la question du clivage, tel que Kimura Bin la traite. Donc, Kimura Bin est l'auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle L'antre, Aïda, qui a été traduit chez Mion en français. Et qui, bon, celui-là est vraiment un psychiatre qui travaille, je crois, toujours au Japon. Donc, il y est question, chez Kimura Bin, de la scission entre le moi empirique, le moi transcendantal et le moi spectateur. C'est le clivage dont j'étais partie en invoquant les questions de méthodologie phénoménologique. Sauf qu'ici, la scission entre les trois moi est mise au profit d'une analyse de la schizophrénie. Dans l'expérience schizophrène, nous dit Kimura Bin et Murakami à sa suite, le spectateur transcendantal est aperçu non pas comme un autre moi, mais comme un autre qui m'observe et qui me persécute. Et on peut parler ainsi d'une crise schizophrénique de l'ipséité, comme le dit Kimura, crise schizophrénique de l'ipséité qui pourrait être éclairée à partir des distinctions que la phénoménologie a faites. Là où chez Fink, le spectateur transcendantal est invisible, non présent, assurant une description impartiale de l'expérience à partir d'une observation de soi du dedans, qui se fait toujours du dedans, dans les pathologies schizophréniques, le spectateur transcendantal semble devenir perceptible, en quelque sorte, visible en tant qu'un autre qui s'autonomise au sein de la subjectivité. Ainsi, la schizophrénie serait-elle l'expérience où l'idée de la réduction phénoménologique se réalise de façon sauvage dans la vie naturelle. Donc, c'est une formule que j'ai reprise telle qu'elle à Murakami. Donc, l'idée de la réduction phénoménologique qui se réalise de façon sauvage dans la vie naturelle, c'est la schizophrénie, puisque l'observation de soi et la réflexion sur soi en viennent à occuper tellement de place qu'elles occultent l'expérience vive proprement dite. Et d'après Murakami, reprend ici des témoignages de schizophrènes qui disent « Je me regarde sans cesse soi-même, je m'observe sans cesse moi-même, tellement que je ne peux plus rien faire, je ne veux plus participer réellement à ma vie. Je suis en quelque sorte absorbée par cette instance de moi qui seulement observe, regarde ce qui se passe. » La scission entre le sujet réfléchissant et le sujet en acte finit ainsi par mettre en danger non seulement l'unité de l'action, mais aussi l'unité interne de la réflexion, qui se réduit à une observation de soi extrêmement sévère. À son tour, le moi transcendantal, donc c'est le moi qui devrait donner le sens de toute cette expérience subjective, le moi transcendantal n'est pas aperçu comme un moi opérant à même l'expérience, comme l'entend la phénoménologie, lui conférant son sens, sa vivacité, mais encore une fois comme un autre, qui opère mon expérience à ma place.
Et on a là donc affaire avec une configuration pathologique de la subjectivité qui culmine avec le recouvrement qui se fait entre la subjectivité transcendantale par le spectateur transcendantal, procurant ainsi un complet détachement de soi. Celui qui m'observe et me persécute, le spectateur, devient aussi celui qui vit ma vie à ma place, qui me meut à mon insu, me parle, etc. Que je suis tout simplement, sans pouvoir véritablement m'identifier à lui. Bon, c'est une perspective qui est intéressante, qui a le mérite d'avancer assez audacieusement en fait, sur ce champ-là, qui est évidemment miné de tous les côtés. On pourrait à chaque fois entendre de la part des phénoménologues et j'imagine aussi de la part des praticiens des critiques concernant ce rapprochement entre des questions de pure méthode de la réflexion phénoménologique avec des questions qui sont quand même issues dans le champ d'une pratique bien spécifique. Mais bon, pour ma part, je vais la prendre au sérieux et mettre en évidence le fait qu'il s'agit là surtout d'une censure négative que le clivage subjectif assure, qui aboutit à une persécution de soi et à une oppression par un autre, qui est de fait personne d'autre que moi-même, mais un moi détaché de son expérience, la jugeant, l'observant, la détruisant, de fait, par le biais de cette observation. Cette analyse de la crise schizophrénique de l'ipséité fournit une explication pour les processus d'autodestruction qui travaillent la subjectivité en prise avec une réalité qui la déstabilise. Mais je crois qu'il est aussi possible de parler d'une fonction positive du clivage, et c'est quelque chose que je n'ai pas encore pu voir vraiment dans le champ de la psychopathologie phénoménologique, mais bon, il faut dire aussi tout de suite que je ne l'ai pas tellement arpenté, c'est à voir. Mais cette fonction positive du clivage, on peut la souligner à partir de Ferenczi. Et c'est sur ce point qu'il va m'intéresser. Et je vais parler donc très rapidement de la question de l'ange gardien, des forces orphiques et de la destruction du psychisme telle qu'elle est entendue par Sándor Ferenczi, donc qui fait partie de la première génération des élèves de Freud, un disciple très important de l'école freudienne. Je vais me référer ici surtout à un petit ouvrage qui réunit des fragments du journal clinique de Ferenczi qui concerne la question du traumatisme. Ferenczi réfléchit sur la manière dont, face à des situations extrêmes, la subjectivité se scinde en deux. D'une part, il y a le moi qui souffre, qui s'abîme pour ainsi dire dans la souffrance, encaissant tous les coups, s'exposant à l'agression et allant jusqu'à faire le mort, comme il le dit. D'autre part, il y a un moi qui se sauve, en devenant spectateur de ce qui lui arrive et en se soustrayant à la souffrance. Donc, de prime abord, le traumatisme est compris comme une déception entraînant des souffrances insupportables, déception de l'expérience, dans l'ordre de l'expérience, dit Ferenczi, entraînant des souffrances insupportables, déception qui survient sur le fond de certitude et de confiance en soi, et confiance aussi dans le monde environnant. État que Ferenczi qualifie de folle illusion qu'une telle chose ne pourrait pas arriver. Donc c'est parce qu'on vit dans une folle illusion que quelque chose de traumatisant ne pourrait arriver, que l'on se retrouve dans ces situations de totale défaite, où tout ce qui nous reste comme solution, c'est d'abandonner une partie de nous-mêmes. Or, et je le cite ici, il est imprudent de s'organiser en fonction de ce qui est normal, supportable dans le monde environnant. Il vaut mieux se fier à ses propres forces primaires. Et je vais essayer de comprendre très rapidement en quoi qu'est-ce que c'est que ces forces primaires, en quoi elles résident, et comment elles peuvent être mobilisées face au traumatisme. Bon, derrière le refoulement, que Ferenczi comprend comme une destruction des contenus psychiques, qui renvoie à l'affect, à l'inconscient, à un inconscient qui devient inaccessible, et qui en tire un savoir sans rien ressentir, il y a à déceler un processus d'autodéchirure du sujet qui résout son impossibilité de poursuivre une relation avec l'extériorité, avec un objet qui écrase, en relation purement narcissique. Autrement dit, se retrouvant blessé par ce qui lui arrive de l'extérieur, le sujet mobilise ses propres forces primaires pour continuer malgré tout à vivre et à penser. Se produit ainsi un clivage entre deux personnalités qui ne veulent rien savoir l'une de l'autre, note Ferenczi, ce qui permet au sujet d'éviter de se confronter au conflit qui lui est imposé de l'extérieur, d'oblitérer pour ainsi dire ce qui le menace. Comment cela se passe? Le sujet blessé rend l'âme, je cite, rend l'âme. Il entre dans une phase de détente où a lieu un abandon de soi. Le sujet s'abandonne lui-même ou, pour être plus précis, une partie de soi-même.
En extériorisant et en rejetant le soi qui souffre, la place du sujet ne reste pas vide. Un nouveau moi y voit le jour, sauf, et continuant à jouir de l'expérience, vivant de fait d'une négation du traumatisme. Rien n'est arrivé, et d'une hallucination de toute puissance. C'est ce qui fait que, loin de déboucher sur une totale défaite subjective, l'abandon de soi dans l'épreuve traumatique permet de créer des circonstances plus favorables pour pouvoir supporter la violence. C'est dans le sens, je crois, de cette création de circonstances plus favorables pour supporter la violence que la fonction positive du clivage peut être mise en évidence. Grâce à cet abandon de soi auquel il consent, une autre partie du sujet peut survivre et revivre avec l'énergie épargnée. Et il est intéressant de voir comment Ferenczi analyse toujours ces réactions tout d'abord au niveau organique. Donc c'est le corps qui est tout d'abord en danger, qui se remobilise, et puis il constate les mêmes réactions au niveau psychique, puisque pour une unité très étroite est postulée par lui entre le psychique et le physique, régie en quelque sorte par la même impulsion vitale. Même si ensuite il en vient à faire quelques distinctions entre les fonctions différentes qui sont les leurs, il y a vraiment une unité d'action à chaque fois et d'expérimentation. Ce qui nous aide à faire face à ce qui nous menace et nous déstabilise n'est pas seulement la miraculeuse esquive de la souffrance dans la position du spectateur, mais aussi et surtout l'attitude de cette autre partie du moi qui fait le mort, car ce qui agresse, et je cite ici Ferenczi, ne peut plus infliger de souffrance au corps mort, insensible. Donc faire le mort, c'est aussi mettre l'agresseur devant le fait qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. En s'abîmant dans la souffrance, en allant aussi loin que possible que cela se peut dans l'exposition de soi à l'agression, jusqu'à la mort, jusqu'à faire le mort, le moi qui souffre met l'agresseur devant sa propre impuissance, celle de ne plus pouvoir l'atteindre, de ne plus pouvoir persévérer dans l'agression. Donc c'est une manière de conjurer en quelque sorte la souffrance infligée. À la limite du sadisme, on retrouve ainsi une espèce d'effet masochiste par lequel le sujet achève tout seul la souffrance qui lui est infligée. À l'excès d'horreur de l'agression, il oppose le pire spectacle que son action, que l'horreur peut produire, à savoir une psyché totalement détruite, qui laisse celui qui agit seul avec son action destructrice, ou qui plutôt révèle dans l'acte violent sa solitude irréductible. Seulement, ce que l'agresseur ignore, c'est que le moi qui fait le mort pendant qu'on l'agresse, et cela peut aller du simple choc émotif jusqu'à l'agression physique extrême, n'épuise pas l'ensemble de la vie psychique. Un autre moi s'est détaché de lui, qui veille sur lui et lui apporte secours. Il s'agit du moi compris comme sentinelle ou comme ange gardien. Et je vais citer ici deux extraits un peu plus longs de Ferenczi qui me paraissent vraiment extraordinaires. À partir du moment où, instruit par d'amères expériences, on a perdu confiance en la bienveillance du monde extérieur, un clivage durable de la personnalité se produit. La partie clivée s'établit comme sentinelle contre les dangers, et l'attention de cette sentinelle est presque exclusivement tournée vers l'extérieur. Elle ne se soucie que des dangers, c'est-à-dire des objets du monde extérieur qui tous peuvent devenir dangereux. D'où le clivage d'un monde qui auparavant donnait l'impression d'homogénéité, en système psychique subjectif et système objectif, chacun ayant son propre mode de remémoration, dont en fait seul le système objectif est complètement conscient. Donc on a là une explication à partir de la réaction au traumatisme du clivage tout simplement entre vie subjective et vie objective. La manière dont nous nous rapportons aux objets trouverait en fait son origine dans ce clivage du sujet. Bon, en sachant que pour Ferenczi, le premier traumatisme, c'est celui de la naissance. Donc on peut aller très loin dans l'explication de l'institution du sujet à partir de ce paradigme-là. Et puis un deuxième passage qui va dans le même sens. L'homme abandonné des dieux échappe totalement à la réalité et se crée un autre monde dans lequel, délivré de la pesanteur terrestre, il peut atteindre tout ce qu'il veut. Si jusqu'ici il a été privé d'amour, voire martyrisé, il détache alors un fragment de lui-même qui, sous la forme d'une personne dispensatrice de soins, secourable et aimante, s'apitoie sur la partie restante, tourmentée de la personne, en prend soin, décide pour elle, et tout cela avec une extrême sagesse et une intelligence pénétrante. Elle est l'intelligence et la bonté même, un ange gardien pour ainsi dire. Cet ange voit de l'extérieur l'enfant qui souffre, il parcourt l'univers entier pour chercher de l'aide, imagine des choses pour l'enfant que rien ne peut sauver. Fin de la citation.
Bon, voilà, ce sont des choses qui peuvent être commentées un peu dans plusieurs directions. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est cette intelligence pénétrante et cette extrême sagesse qui sont mobilisées pour faire face au traumatisme, pour veiller sur cette partie du soi qui souffre, comme si finalement on pouvait se rendre capable de s'inventer une intelligence qu'on n'avait pas auparavant, juste pour s'assurer soi-même dans une situation de déstabilisation totale. Dans un autre texte qui tient toujours à ces notes cliniques de Ferenczi, il est question des forces orphiques primitives. C'est cela, les forces primitives du sujet. Ce sont des forces orphiques que Ferenczi associe à des instincts vitaux d'organisation qui extraient le sujet à l'enfer de ses souffrances en produisant une dislocation de l'individualité. Mais, tout comme dans le cas de l'ange gardien, l'efficacité de ces orphas, comme Ferenczi les appelle, est limitée, s'épuisant par exemple lors de la reddition du traumatisme. Donc si la menace est réitérée, on ne peut pas jouer indéfiniment la solution de l'ange gardien. L'ange gardien est lui-même limité dans ses pouvoirs. D'où le rôle de l'analyse et de l'accompagnement thérapeutique, dont la tâche première est de lever le clivage, de créer les conditions pour que le traumatisme soit revécu, en récupérant, pour ainsi dire, les forces psychiques sacrifiées. Par cette entreprise, que Ferenczi conçoit en analogie avec l'expérience onirique, donc il y aurait aussi une guérison de soi par les rêves qu'on s'assurerait tous de toute façon, comme une remontée génétique vers ce qui a motivé le clivage, il s'agit de prendre le relais des forces orphiques épuisées et d'offrir au sujet traumatisé une nouvelle sentinelle bienveillante qui l'aide à se relever. Car ce qui compte lorsque l'ange gardien avoue son impuissance, c'est que l'on ne soit pas seul, comme Ferenczi le note, en tant que moi qui souffre et qui fait le mort. Et l'analyse elle-même, d'ailleurs, s'avère efficace uniquement si l'analyste part aussi avec l'hypothèse que ses propres forces sont limitées, comme le sont les forces des orphas et de l'ange gardien. D'où l'importance de l'analyse mutuelle, cette très belle idée de Ferenczi, qui a été malheureusement seulement esquissée, mais qui est, je pense, très précieuse dans le champ de l'analyse. Moi, j'ai l'impression que j'ai parlé très longtemps. Bon, c'est aussi que j'ai encore plus peur de parler de 2 jours, que je connais encore moins que Ferenczi, et avec lequel il y aurait vraiment tout un travail conceptuel à faire là-dessus, sur la question du clivage. Je vais peut-être... Bon, 2 jours est beaucoup plus freudien que Ferenczi en un certain sens. Bon, sens où vraiment il reprend tout un pan d'analyse freudienne tel quel, il les rejoue. Mais il propose, et c'est ça qui m'intéressait, je ne vais pas m'attarder, je pense, dessus trop... il propose tout simplement de parler d'une topique du clivage qui réorganiserait autrement les principales instances subjectives, en rendant visible une zone de l'inconscient qui ne serait pas forcément accessible, enfin qui n'est pas accessible dans le travail analytique. C'est ce qu'il appelle l'inconscient amential. C'est l'inconscient somatique, c'est vraiment l'inconscient solidaire de la vie corporelle. C'est cette partie de l'inconscient qui ne pense pas, comme dit De Jour, et qu'il s'agit d'emmener à une forme d'expression. Je vais peut-être juste citer un petit passage de son ouvrage le plus important, je crois, qui s'appelle Le corps d'abord. Enfin, De Jour est connu pour d'autres ouvrages qui sont bien vendus et voilà, qui ont été repris dans le champ des sciences sociales, surtout à partir de la psychanalyse, mais d'un point de vue théorique, la base les fondements sont à chercher dans Le corps d'abord. Donc je cite un petit passage sur l'inconscient amential, cette idée d'un inconscient donc somatique qui serait clivé, qui serait dans un rapport de clivage aussi bien par rapport à la vie consciente que par rapport à la vie inconsciente que travaille l'analyse. L'inconscient amential ne peut donner lieu directement à des pensées. Et il s'agit de savoir comment se fait le travail de colonisation de cette partie de l'inconscient pour la mettre au service du fonctionnement psychique au cours du développement psychique. Donc c'est une partie qui est toujours seulement colonisée par les pensées et même par l'inconscient. Une partie sauvage qui explique par exemple les actes compulsifs, tout un tas de réactions à partir de l'inconscient, mais qui ne peuvent pas justement être signifiées d'une manière ou d'une autre. C'est la partie la plus cachée du sujet.
Voilà, que 2 jours de travail. Mais je vais pas, je pense, m'arrêter dessus. On peut en parler peut-être. Et parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent cela bien mieux que moi. Bon, 2 mots sur Deligny, en précisant encore une fois qu'avec Deligny, nous nous trouvons quand même bien loin de ces théories psychanalytiques et surtout justement du côté théorique de ces théories. Partant du postulat que pouvoir, c'est le vouloir de l'autre et que le sujet n'intervient jamais que pour combler le vide, Deligny remonte, comme il le dit, vers la lourde hérédité dont nous n'avons pas conscience. Lourde hérédité qui est à mettre, je pense, en rapport avec cet inconscient amential dont parle De Jour, avec cette partie clivée du moi que l'on abandonne. Lourde hérédité de nos convictions qui peut être explorée si l'on veut chercher un autre rapport avec ce qui nous reste étranger. Cela commence pour Deligny en deçà du langage, en suivant des traces et des coïncidences, et en effectuant un travail sur l'image qui donne à voir la conscience d'être en défaut, donc la conscience d'être prise en défaut, qui laisse apparaître, comme il le dit, l'espèce humaine. Une coupure est à observer entre l'être conscient d'être et l'espèce humaine nature, sourde aux appels de la nature humaine. À cette coupure, donc clivage encore, correspond la fêlure entre liberté et nécessité, mais aussi celle entre un certain agir et un certain faire. C'est pour répondre en fait aux problèmes que posent ces clivages-là que s'est constituée la singulière ethnie que décrit Deligny dans son texte, et bon, voilà, qu'il a réellement expérimenté. Singulière ethnie qui, dans les Cévennes, cherche un voisinage de bonne aloi avec les enfants autistes. Le clivage retrouve ici une fonction de séparation qui n'est pas une séparation d'exclusion, ni une séparation d'assimilation. C'est une fonction qui est à opposer donc à sa fonction de censure, tout court. Car survivre, et c'était un des mots d'ordre en fait des réseaux de Deligny, résister, penser, survivre, et toujours à plusieurs. Survivre, ce n'est pas uniquement l'affaire d'un sujet aux prises avec ce qui, dans la réalité, le déçoit, avec son passé traumatique, mais aussi et surtout l'affaire de plusieurs, telle cette singulière ethnie que Deligny décrit, qui retourne au nécessaire pour y rencontrer l'humain dans sa liberté, mais aussi dans toute son étrangeté. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre très riche. Donc, je vais te poser des questions que j'ai posées à moi-même quand je rencontre le contexte, quand je lis les questions préalables aussi. Tu as tracé ce type de clivage en pénologie, en psychanalyse, mais comment construire un vrai liaison, un vrai pont entre les topos différents et en plus entre le domaine de la pénologie et la psychopathologie. Tu as proposé un chemin possible par les recherches de Benkemoura, mais je me demande, est-ce qu'il s'agit, dans ces cas pathologiques, quand il décrit, de la réduction phénoménologique sauvage, ou peut-être simplement le cas de la réflexion qui reste dans le cadre de l'étude naturelle. Est-ce qu'on a vraiment, disons ici, référence à la phénoménologie? Peut-être que ça serait suffisant n'importe quelle autre philosophie de la réflexion et qui élabore la problématique de la réflexion. Donc, s'agit-il vraiment, dans le cas de cette réduction sauvage, de la reconduction de l'égard vers les actes constituants, ou simplement du cas de la réflexion qui se passe dans la vie naturelle, normalement? Ce serait une première question. Donc, je pourrais reformuler cette question autrement. Y a-t-il vraiment une ressemblance structurelle entre le contexte phénoménologique et psychopathologique? C'est seulement le mot qui observe le plan de la psychopathologie contemporaine de son temps pour changer totalement le contexte de l'utilisation. Donc, est-ce que nous avons vraiment ressemblance structurelle entre ces deux contextes?
Et comment serait-il possible donc de faire traduction, transfert de ce qu'on développe en phénoménologie en psychopathologie? Donc, quel usage pourrait-on avoir des techniques phénoménologiques qu'on développe avec l'utilisation de notion de clévage en psychopathologie? Merci. Bon, ce sont évidemment des questions que je me suis posées aussi, qu'on ne peut pas ne pas se poser. Voilà, bon, je vais répondre un peu avec les moyens dont je dispose maintenant, en sachant que, voilà, que moi-même, je ne serais pas satisfaite des réponses que je donnerai. En premier lieu, par rapport à la réduction, je crois que tout dépend de la façon dont on envisage la réduction phénoménologique, mais plus précisément de la façon dont on envisage la motivation de la réduction. Non seulement le style qui est le sien, les exigences qui sont les siennes, mais aussi la motivation. Pourquoi fait-on la réduction phénoménologique? Est-ce parce que Husserl l'a dit, voilà, que c'est un joli exercice à faire et que ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas habituellement? Qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça, etc. Je pense que pas mal de phénoménologues seraient d'accord pour dire qu'on l'a fait pour des raisons de nécessité existentielle, qu'il ne s'agit pas là d'un joli exercice intellectuel ni de quelque chose d'ambitieux. Voilà, on voudrait juste voir plus que ce que les autres voient normalement, et ça, je crois que ce n'est pas du tout ça. Enfin, malheureusement, parfois dans le champ de la phénoménologie, un certain champ comme ça qui se met un peu en dehors de l'expérience, on a l'impression qu'il y a aussi une ambition derrière, et puis une espèce de présomption. Mais je crois que c'est vraiment... c'est une grosse erreur que d'aller dans cette direction-là. Donc, moi, je m'arrête sur cette idée d'une nécessité existentielle. Je pense que souvent, lorsqu'on commence à faire de la phénoménologie, c'est qu'on a déjà fait la réduction d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce vécu-là, on peut le partager avec des gens qui ne sont pas phénoménologues. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé le courage de venir parler de ces questions-là, qui sont hautement techniques et méthodologiques, enfin, spécifiquement méthodologiques, devant un public qui n'est pas forcément intéressé par la phénoménologie, pour la phénoménologie. Mais il y a un autre aspect qui peut être pris en compte, c'est celui, et ça a été un peu thématisé dans la phénoménologie, notamment la phénoménologie merleau-pontienne et chez Richir, notamment, avec l'idée d'une époque spontanée. Justement, en réfléchissant sur les conditions de la réduction phénoménologique, on ne peut pas ne pas en venir à cette idée qu'il y a d'accord un processus méthodique très rigoureux qui peut être mené d'après toutes les règles de l'art en ajoutant à chaque fois des nuances, etc. Mais qu'il y a tout d'abord un mouvement d'époque spontanée qui se produit à divers moments de l'expérience et que l'on peut valoriser dans le plan de la méthodologie, bien sûr, mais qu'avant tout, la première source d'apprentissage. Enfin, si on commence à entrevoir que quelque chose est possible dans cette direction-là, c'est parce qu'il y a une époque spontanée. Et Richir en parle en rapport avec l'imagination, en rapport avec la fantaisie, pour critiquer notamment le simple investissement eidétique de l'imagination tel qu'il est fait par Husserl. Pour Husserl, si l'imagination est intéressante d'un point de vue méthodique, c'est uniquement pour des raisons qui concernent l'eidétique. Or, il se passe quelque chose dans le champ de l'imaginaire où on est surpris justement par ce qu'on imagine, par ce qui nous arrive, etc. Et donc il se passe des expériences où des époques spontanées ont lieu. Et c'est plutôt que d'essayer de les penser à partir de la réduction phénoménologique, de se dire mais comment on va intégrer cela dans une méthode qu'on connaît déjà, qu'on a apprivoisée, qu'on pratique, c'est beaucoup plus intéressant de chercher dans ces mouvements d'époque spontanée la source de notre motivation pour faire de la réduction phénoménologique. Donc c'est toutes ces réflexions de métaphénoménologie enfin, qui peuvent aller dans ce sens. Alors voilà, pour les questions que tu as posées ensuite, je pense qu'il faudrait les faire découler de cette perspective. C'est-à-dire que plutôt que de confronter la phénoménologie à la psychopathologie comme des disciplines déjà constituées et en chacune son protocole, ses exigences très spécifiques, c'est plus intéressant d'aller à l'origine des problèmes, à l'origine des questions qui sont posées et qui sont retravaillées. Et là, on peut faire des rapprochements. Pour autant, par contre, et ça c'est quelque chose qui est important, pour autant que le phénoménologue accepte que le véritable champ d'exploration est à chercher, non pas dans une vie transcendantale complètement découpée du monde, mais dans une vie opératoire qui se fait toujours dans les actes subjectifs. Donc ça, c'est un parti pris, tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. Il y a des courants transcendantalistes en phénoménologie qui insistent toujours sur la pureté du transcendantal, etc. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je suis beaucoup plus intéressée par la vivacité du transcendantal que par sa pureté. Donc si on est d'accord avec cette hypothèse-là,
eh bien, il y a énormément de points de coïncidence. En fait. Il y en a tellement que c'en est troublant. Donc même on est en droit de se demander pourquoi on n'a pas fait plus tôt les rapprochements, parce qu'il y a vraiment tout un ensemble d'éléments communs, d'éléments problématiques communs qui peuvent être approfondis ensemble. Et bien sûr, après, les apports de la phénoménologie et de la psychopathologie ne seront pas les mêmes, ils ne seront pas faits pour les mêmes raisons, etc. Il y a, en phénoménologie, malgré tout, une veine théorique, la théorie pour la théorie, la passion pour la théorie, voilà, dont on ne va pas se défaire. Et puis, d'autre part, il y a des exigences d'une pratique qui choisit ses outils aussi en fonction des défis qu'elle rencontre. Donc voilà, la situation n'est pas du tout la même, mais l'origine des problèmes peut être rapprochée. On voit que dans le cas de Husserl, la psychologie fine, c'est une étape préliminaire qui nous amène vers la philosophie transcendantale. Et j'ai l'impression que dans la phénoménologie française contemporaine, c'est surtout la psychopathologie, c'est de voir à la phénoménologie par la psychopathologie. Donc, est-ce que tu as quelques idées pour comprendre cette transformation Oui, sur la psychologie phénoménologique husserlienne, il y aurait beaucoup à dire parce que c'est vraiment un problème. Quand même, la phénoménologie commence avec une forte critique du psychologisme. Il y a tout d'abord une guerre entre phénoménologie et psychologie il ne faut pas la passer sous silence. Et ensuite, on revient au projet d'une psychologie phénoménologique. Mais quelle psychologie? On parle toujours de psychologie transcendantale, encore de la pureté, de cette psychologie, etc. Donc Husserl est ambigu là-dessus. Et il est d'autant plus ambigu qu'il fait, tout en parlant de psychologie, il ne parle jamais de psychopathologie. Donc, ou alors peut-être comme ça, de manière très accidentelle, mais ça ne vient jamais jouer un rôle important dans les éclaircissements qui sont les siens. Si dans la phénoménologie française on s'y est intéressé, c'est parce que je crois tout simplement les gens ont rencontré des personnes qui n'étaient pas phénoménologues mais qui venaient vraiment du champ de la psychopathologie. Je pense qu'on est allé à la rencontre de disciplines qui étaient autres que la phénoménologie. Donc c'est pas pour des raisons internes, je crois que ce déplacement a été fait. Justement, si on avance vraiment juste à partir des mouvements internes de la phénoménologie, ça va être toujours long. Pas impossible, mais long et très laborieux. Par contre, si on va frontalement ou tout simplement latéralement à la rencontre de ces autres disciplines qui se développent, qui ont au niveau théorique des choses absolument passionnantes à dire en fait sur la vie du sujet, par exemple tout simplement, etc. Là, la communication devient tout de suite possible. Mais il faut accepter de faire le déplacement en tant que phénoménologue, donc de sortir un peu de ses gants et puis de son confort. Pour se mettre un peu au défi de ce qu'on peut avoir comme témoignage de ces pratiques-là. Pour moi, cela reste vraiment hautement troublant. Mais de même que je trouve troublant le fait que les phénoménologues n'en soient pas plus troublés que ça. Ben, précisément, l'expaltung freudienne dont finalement tu as donné la version de Ferenczi, Sandor Ferenczi, le prince des analystes, je pense qu'il s'est suicidé sur le non, il était très malade à la fin, mais il explique ça aussi par le clivage. Il dit c'est une partie de moi que j'abandonne, j'arrive pas à la récupérer. Mais une des pistes d'investigation psychanalytique sur la question de Spaltung et du Spaltung, c'est d'en passer de Freud à Ferenczi certainement, mais aussi d'aller vers Mélanie Klein et Lacan. Ça, c'est les pistes de recherche. Moi, je suis absolument sidéré par la précision conceptuelle phénoménologique de ton exposé, à laquelle, franchement, je me sens petit face à... Non, vraiment, c'est un savoir qui, moi... Enfin, j'ai pas l'habitude, si tu veux, d'un exposé tel que le tien. Ce que je vois aussi, c'est, effectivement, tu pousserais pour une rencontre entre la phénoménologie et la psychanalyse, ce en quoi j'indiquerais deux choses. La première, c'est que la manière dont tu as parlé de la Spaltung, même si tu la prends chez Ferenczi, c'est de manière kleinienne. C'est-à-dire, il y a une projection finalement au dehors des événements traumatiques, et il y a cette hypothétique partie saine du moi, qui reste le fondement de ce que l'ange gardien protège finalement. Alors ça, chez les lacaniens, ça ne tient plus. C'est-à-dire que la Spaltung en tant que telle, elle est pour tout sujet, au fond, pour aller vite, tout sujet du signifiant, mais elle se distingue psychopathologiquement selon la névrose et la psychose. Au fond, le cas de schizophrénie ce matin, on voit bien que la Spaltung dans la schizophrénie n'est pas la Spaltung qui consigne quiconque.
qui concerne, tout sujet du signifiant. D'où continuons vers Klein et Lacan. Oui, tout à fait. Mais je sais que Mélanie Klein était, elle était élève directe de Ferenczi, elle est très ferencienne, mais après elle a développé quelque chose et j'avais un peu touché à ça, un tout petit peu, mais c'est une direction que, oui, que je voyais. Bon, après, pour Lacan, c'est vrai que, oui, c'est l'aspect langagier qui est pour moi à la limite plus problématique que tous ces aspects méthodologiques que Georgi a, alors que c'est beaucoup plus massif, hein, tout ce problème de méthode phénoménologique, c'est vraiment des vrais problèmes qui rendent difficile le rapprochement entre psychanalyse et phénoménologie. Je n'ai pas tellement de soucis avec ça. Par contre, la question du langage omniprésent et qui expliquerait oui, le vécu pathologique est pour moi un peu plus problématique. Mais j'y adhère pas comme ça. Donc ça reste encore très superficiel. Il faudrait vraiment que je vois de plus près. Oui. C'est plus, au fond, oui, effectivement, il y a le bateau, les lacaniens, le langage, la linguistique, donc le Lacan, première façon, l'instance de la lettre fonction et champ de la parole dans l'accomplissement. Ça, c'est les années 50. Enfin, ce qui est intéressant au niveau psychopathologique dans cette affaire-là, c'est de distinguer ce qu'il en est de la Spaltung dans la schizophrénie, où là, elle est dans le réel, et de la Spaltung au niveau du symbolique, où elle est pour tout sujet du signifiant. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une distinction très importante. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on a là, bon, il y a pas mal d'ambiguïté, en fait. On parle du traumatisme en général, mais qu'est-ce que cela signifie dans tel ou tel cas, en fait, telle ou telle pathologie, ou encore en dehors du champ proprement pathologique, lorsqu'on parle de la vie du sujet, tout court, oui, ça c'est autre chose. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je trouve ça très intéressant, ce rapprochement de la phénoménologie avec la psychanalyse. Et moi-même, je crois que c'est vraiment un rapprochement à faire. Après, je voulais poser ce problème plutôt traditionnel qui est que dans la phénoménologie, on part quand même du présupposé qu'il n'y a pas d'inconscient, que tout est préconscient. Et tandis que dans la psychanalyse freudienne, il y a quand même le présupposé d'un inconscient qui reste inconscient et qui peut être rendu conscient par une analyse, mais qui changera un peu de registre. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le cours de nouveaux phénoménologues, partant souvent de Merleau-Ponty, c'est de la conception d'inconscience corporelle qui structurait un peu le monde à partir des zones du sensible, qui est de répulsion, attraction, et du coup qui rendent l'inconscience plus proche, qui le rendent analysable à travers la synthèse passive du Husserl. Et en fait, je voudrais poser ça comme problème et aller plus loin par rapport à des jours et ce que tu as dit par rapport à l'inconscience somatique, non? Et je voudrais savoir comment est-ce qu'il y a un point de liaison entre cette inconscience de Merleau-Pontienne qui est quand même connaissable d'une certaine manière et cette inconscience totale du corps des jours. Oui, je ne sais pas si je suis capable de répondre à la question. Bon, oui, pour moi, il y a un lien. En fait, il y a un lien entre les deux. Mais en quoi ça consiste? Je vois que l'idée, c'est une idée que les phénoménologues merleau-pontiens, ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, donc c'est facile de savoir. Quand on dit ça, tout de suite, on sait à qui on se réfère. Parce que oui, c'est vrai, il n'est pas tellement travaillé comme tel, comme source première, et surtout pour des questions de méthode comme ça. Donc pour enrichir, par exemple, il est important, par exemple, quand il parle de synthèse passive et des multiples niveaux de synthèse passive, il est à chaque fois très important de dire qu'il y a une partie de l'inconscient qui nous reste inaccessible. Donc, même, je crois, chez lui, il y a 3 niveaux en grand de synthèse passive. Il y a le niveau de la passivité tel qu'on l'a entendu, comme opposé à l'activité, etc., au niveau plus superficiel. Et puis, un deuxième niveau, il dit ça, c'est le niveau de la psychanalyse. Ils vont jusque-là. Et puis, il y a un troisième niveau auquel nous, en tant que phénoménologue, évidemment, on a accès. Bon, et ça fait partie toujours de cette grande présomption qui est malheureusement
propre à la discipline. Et donc voilà, mais si on accepte cela, on n'est pas si loin de ce que raconte ici Dejoux, sauf que lui il insiste évidemment vraiment sur l'ancrage somatique. Il dit que c'est un psychosomaticien, donc c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine où on essaye d'expliquer ou de travailler sur les maladies corporelles à partir de problèmes psychologiques qui ne sont pas toujours évidents. Donc ce sont des personnes qui se présentent qui viennent consulter non pas pour leurs problèmes psychologiques en apparence, mais pour des graves problèmes somatiques qui sont inexplicables, dont la répétition, le caractère complètement suranné interpelle énormément les médecins. Donc ils se retrouvent chez des psychologues et ils font un travail de psychosomatique qui est assez intéressant, qui a aussi une composante mythologique, comme chez Ferenczi, qui est assez drôle et tout, mais c'est vraiment passionnant. Et on n'est pas si loin en termes de réquisites méthodiques, finalement, de cette perspective, qui reconnaît déjà qu'il y a un inconscient phénoménologique. C'est un grand pas en avant, parce que ça a été quelque chose de très discuté. Pendant très longtemps, on a arrêté tout de suite la discussion en disant qu'il n'y a pas d'inconscient, seulement préconscient, on n'en discute plus. Et puis maintenant, puisqu'on a des penseurs un peu plus audacieux dans le domaine, comme Richer notamment, qui poussent toujours les problèmes plus loin, on arrive à en parler avec un peu plus de liberté. Et Tenguei lui-même parlait dans son ouvrage Un inconscient phénoménologique, en insistant sur ce que la phénoménologie peut apporter comme éclairage pour ce domaine. Donc, je pense qu'on est arrivé là à un point où on arrive à connecter des différents points de vue qui viennent de problèmes phénoménologiques différents, des questions de la temporalité, des questions de la vie subjective, des questions au rapport à la corporalité, parce que paradoxalement, on s'intéresse au moi transcendantal et on s'intéresse beaucoup au corps, à la chair, aux sensations, au pathique le plus pathique, mais on est incapable de faire le lien entre les deux et on refuse toujours de parler du psychisme. Donc c'est quand même assez problématique comme d'un point de vue global, en fait, de la vie subjective. Donc, je pense qu'on avance petit à petit. Maintenant, les portes s'ouvrent un peu et il faudrait qu'on en profite, justement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais, moi, faire le modérateur. Et si on ne fait pas de pause, je ne sais pas s'il y avait une pause qui était prévue. Tu as une question? Si, Oleg avait une question. Si. Dans ma détective curiosité. Oui, vas-y. Si j'ai bien saisi. Tu parlais d'une expérience traumatisante qui produit un clivage, en moi souffrance et puis en moi naissance. Et j'étais simplement curieux de quelle façon la forme du rapport entre ceux de moi que ce moi naissant mobilise cette force primaire pour trouver des conditions plus favorables. Donc, est-ce qu'il s'agit de rapport de guérison? C'est ce moi naissant une instance guérisante. Oui. Pas immédiate. Oui. Mais c'est un drôle de rapport parce que, comme Ferenczi, il y a plusieurs descriptions différentes de la façon dont cela se passe, et à chaque fois dans des contextes d'analyse aussi un peu différents. Une fois, on parle de la naissance, par exemple, tout simplement, on dit du traumatisme de la naissance. Ensuite, on parle vraiment de traumatisme très grave qui est dû à des agressions sexuelles terribles sur un petit enfant, etc. Donc, il y a aussi tous ces facteurs dont il faudrait tenir compte. Mais en grand, Ferenczi dit, on a affaire à deux personnalités qui ne savent rien l'une de l'autre, donc qui vivent dans une ignorance totale l'une de l'autre. C'est la condition première. On ne sait pas que quelqu'un d'autre prend soin de nous, et pourtant il est vraiment actif. Donc et il est actif comment? Et pas tout de suite dans le rôle du guérisseur, du rôle de celui qui va tout de suite nous donner les choses dont on a besoin pour continuer à vivre, à survivre, mais tout d'abord comme quelqu'un qui accompagne. C'est un compagnon dans la souffrance, mais qui ne laisse pas le sujet s'abîmer entièrement dans la souffrance. L'enjeu premier, je crois que c'est celui-là, c'est de ne pas sombrer en entier dans la souffrance, dans une souffrance insupportable. C'est de détacher quelque chose qui soit encore du moi et qui tienne le coup. Et parce qu'il tient le coup, qui m'accompagne. Mais moi, cette idée, je la trouve très, très importante, celle de l'accompagnement avant tout, l'accompagnement dont la thérapie découle, en quelque sorte.
parce que lorsque ensuite Ferenczi parle de l'analyse, toujours dans ce contexte-là, en disant voilà, l'analyse doit venir au secours des forces orphiques, c'est tout d'abord aussi pour montrer à celui qui souffre qu'il n'est pas seul. Le fait qu'il n'est pas seul, cela veut dire que la vie peut continuer. C'est voilà. Bon, merci.